Les Houthis viennent de franchir une ligne. Ils n'ont pas frappé Israël. Ils ont attaqué un porte-avions américain. Le 17 mars 2025, l'United States Ship Harry S. Truman. Saint Mill, un porte-avions à propulsion nucléaire de 100 000 tonnes, naviguait dans la mer Rouge. C'est alors que les Houthis ont lancé une nuée de drones et de missiles balistiques sur lui. Leur cible n'était pas seulement un navire, mais un symbole. Mais voici le rebondissement. Aucune des attaques n'a touché. La marine américaine n'a pas bronché. Les Houthis découvrent, maintenant, les conséquences de défier la puissance militaire américaine. Que s'est-il passé lors de l'attaque et qu'aurait-il pu arriver si un seul de ces drones avait réussi à passer ? Décortiquons cela et montrons-vous de quoi la marine américaine est réellement capable. Commençons d'abord par l'ampleur de l'attaque. Les Houthis ont affirmé avoir lancé 3 salves distinctes de drones et d'autres munitions à longue portée sur le porte-avions, en 48 heures, entre le 16 et le 18 mars. Cependant, la marine américaine n'a pas eu à se précipiter car elle a vu l'attaque venir. Les responsables de la défense affirment que le groupe de frappe Truman a intercepté plus d'une douzaine de drones se dirigeant vers lui, laissant le porte-avions et ses escortes indemnes de l'attaque Houthi. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le scénario le plus probable est que les attaques ont simplement manqué leur cible. Un responsable de la défense américaine a suggéré que la frappe Houthi a atterri à plus de 100 miles de la cible, tombant sans danger dans l'océan. Mais les Houthis n'ont pas été découragés par ces échecs. Ce qui pose la question de ce qui se passerait si le groupe militant parvenait réellement à lancer correctement et à guider leurs munitions à longue portée vers un porte-avions américain. Alors, créons un scénario hypothétique pour montrer comment exactement les plus grands navires de la marine américaine peuvent se défendre. Pour être équitable, ce scénario s'est peut-être déjà produit car le groupe aurait de nouveau attaqué le Truman les premiers, et 2 avril. Cependant, les événements futurs ou passés enverraient un message clair à quiconque envisageant de tester l'acier américain dans la mer Rouge. 50. United States Ship Harry S. Truman navigue en mer Rouge méridionale, opérant sous le commandement du Desron 50, l'unité de la marine américaine chargée de la sécurité maritime, dans le cadre de l'opération Prosperity Guardian. Cette mission multinationale patrouille l'une des voies de navigation les plus volatiles de la Terre, où les tensions ne cessent de monter. Les attaques de drones et de missiles Houthis ont augmenté, principalement en riposte aux frappes aériennes américaines ciblant leur site de lancement au Yémen. Le soir du 1er avril, les radars du Truman détectent soudainement un lancement ou un ordre d'arrivée, potentiellement des drones ou des missiles. Un groupe de drones conçus par l'Iran, probablement des Samad 3, des munitions à longue portée et à longue durée de vol capables de voler entre 700 et 1000. 100 miles à une allure modérée s'approchent du périmètre défensif du groupe d'attaque Truman. Malgré leur lenteur et leur détectabilité radar, ils comptent sur la nuit et le brouillage pour s'approcher plus près que d'ordinaire. Cela compenserait le manque de capacité furtive du drone et pourrait améliorer leur précision. Les systèmes défensifs du porte-avions se mettent immédiatement en action, les marins se précipitant à leur poste. Cependant, la tentative de subterfuge échoue finalement, car le porte-avions utilise un radar ANSPS 48, avec une portée effective de juste un peu moins de 300 miles. Si ce radar ne parvient pas à détecter un drone, le radar de recherche aérienne à longue portée 2500 ANSPS 49, 5 servirait probablement de secours. Avec une portée effective de plus de 200 miles, ce radar donnerait au porte-avions beaucoup de temps pour réagir, quel que soit le radar à bord qui capte le signal. En quelques instants, le centre d'information de combat du Truman allumerait les systèmes AEJ sur le navire d'escorte. Comme les destroyers suivant le porte-avions, l'information confirmerait les cibles et revérifierait leur trajectoire. Dès lors, tous les hommes occuperaient les postes de combat sur le pont, pendant que les officiers donneraient des ordres à travers les navires. En arrière-plan, les systèmes d'armes du Truman seraient mis en état d'alerte, prêts à agir. Alerte spoiler, un drone pourrait éventuellement écailler la peinture d'une armure, mais il aura peu de chances de la traverser. Il y a 4 scénarios plausibles pour expliquer l'échec d'un drone à entailler significativement un porte-avions. Nous présenterons ces scénarios pour chaque drone individuellement. Le premier drone dévierait légèrement, grâce à son signal brouillé ou usurpé par le système de guerre électronique à bord d'un croiseur d'escorte. Il serait abattu avant d'atteindre la portée des armes. C'est de loin le scénario le plus probable, comme le suggèrent les rapports de l'armée américaine qui indiquent que les drones réels étaient un dévié d'au moins 100 miles. Cela rend crédible l'idée que leurs systèmes de navigation ont été abattus ou inefficaces. Maintenant, disons que le deuxième drone a volé plus bas, en se collant à ce point idéal juste au-dessus de la mer, en rasant le bord du brouillage radar, en essayant de rester caché. Cela compliquerait sa détection. Le radar 2D ne pourrait pas enregistrer précisément son altitude. Toutefois,
Les porte-avions Nimitz sont aussi modernisés avec un radar de recherche aérienne 3D plus avancé, le SPY 652. Il n'est pas clair si le système est actuellement installé sur le Truman, mais il est probable que son radar 3D standard pourrait obtenir un verrouillage. Si le drone se rapproche suffisamment à sa vitesse relativement faible d'environ 200 miles par heure au maximum, lorsqu'il est à portée de frappe, les systèmes de défense du porte-avions se mettraient vraiment en marche. Le Phalanx Close-In Weapon System du Truman, surnommé Sea-Whiz, s'animerait. Le canon Gatling à 6 canons, guidé par radar, crache 4500 tours par minute, soit 75 tours par seconde. Un mur littéral de balles traçantes traverserait la nuit comme des feux d'artifice en surmultipliés. Quelques secondes plus tard, une détonation en plein air transformerait le drone en boule de shrapnel enflammée, tombant sans danger dans l'océan. Il est peu probable que cela dissuade les Houthis, car d'autres drones arriveraient. Des rapports de la milice affirment qu'ils ont lancé des centaines de drones sur la marine américaine. Ces drones n'auraient probablement aucun impact. Les destroyers de missiles guidés United States Ship Stout, ou 5 Cents Hubble 5 Cents G55, et l'United States Ship Jason 5 Cents Onham 5 Cents Hubble 5 Cents G109. En tant que partie de l'écran de Truman, ils entreraient immédiatement en action grâce à leur capacité de réponse aérienne plus adaptée. Les armements en question sont des intercepteurs SM, 2 rapides, à longue portée, des missiles guidés de précision conçus pour vaporiser les menaces aériennes. Chaque SM-2 a une portée de 100 à 200 miles, selon la plateforme de lancement. Cela laisserait amplement le temps à la marine américaine de cibler et d'abattre des cibles lentes comme le Samad 3. Mais supposons qu'un drone réussisse miraculeusement à échapper à la détection radar des systèmes de missiles guidés et à éviter l'armement du destroyer. Le Truman aurait encore un tour dans son sac. Le second support Close-In Weapon System du porte-avions s'activerait, crachant un rideau de balles de tungstène de 20 mm. Il détruirait immédiatement le drone, ne laissant presque aucune trace alors qu'il coule au fond de la mer Rouge. L'utilisation d'un intercepteur guidé est logique pour faire face aux menaces capables d'endommager sérieusement un porte-avions américain. Un objet rapide avec une puissance explosive suffisante pour détruire un bloc d'immeuble, tel qu'un missile balistique ou un drone guidé avancé. Pour ces missiles, l'utilisation d'un intercepteur présente également un avantage financier, car chacun coûte plusieurs millions de dollars. Pour un drone bon marché volant à des vitesses pas faciles à détecter selon les normes militaires États-Unis, utiliser un intercepteur est un gaspillage de systèmes défensifs de premier ordre. Le montage Close-In Weapon System est bien moins coûteux à utiliser, tout en étant très efficace contre les drones. Ceux-ci sont considérés comme certains des pires scénarios impliquant des drones lents, attaquant la marine américaine. En fait, la majorité ne quitterait jamais l'espace aérien du Yémen. Un EA-18G Growler de la marine américaine, faisant partie de l'escadron aérien du Truman, brouillerait son lien de communication en plein vol. Son réseau de communication brouillé, le drone se contenterait de descendre et de s'écraser sur Terre. Et voici la partie folle. Ce genre d'escarmouche serait routinier. Depuis fin 2023, les Houthis ont fait de la mer Rouge un champ de tir. Ils ont ciblé des pétroliers, des navires de marchandises, et même des navires de guerre comme l'United States Ship Kearney, qui a intercepté plusieurs missiles. Seuls les navires les plus lourds, comme les porte-avions, étaient auparavant interdits. Et les attaques les plus récentes en mars montrent que même cela n'est plus le cas. Mais est-ce un acte de désespoir ou de bravoure ? C'est à vous de décider. Pour vous aider, examinons le potentiel défensif d'un ex-porte-avions américain. 50. United States Ship. Harry S. Truman n'est pas qu'un navire de guerre, c'est une ville flottante conçue pour le combat. Ce mastodonte nucléaire de 100 000 tonnes fait partie de la classe Nimitz des super porte-avions. La fierté de la marine américaine. Plus long que 3 terrains de football, il peut lancer un avion de chasse entièrement chargé toutes les 25 secondes. C'est comme un territoire souverain américain mobile, lourdement armé, démontrant sa puissance militaire à l'échelle mondiale. Le bord accueille plus de 5000 marins et personnel aérien, 90 avions, et une puissance de feu suffisante pour détruire l'infrastructure d'un petit pays. Mais ce qui rend ce porte-avions vraiment dangereux, ce ne sont pas que les missiles ou les jets, mais les couches de défense et la coordination qui les unissent. Voici le fonctionnement. La première couche est l'écran extérieur. Des croiseurs et destroyers équipés du système AEGIS et de missiles SM escortent le porte-avions. Ces navires sont les premiers à détecter, suivre et éliminer les menaces avant qu'elles ne s'approchent. La deuxième couche est le bouclier intérieur. Cela comprend des intercepteurs à courte portée comme le missile Sea Sparrow évolué SM, réagissant en une fraction de seconde, et les légendaires tourelles Phalanx Close-In Weapon System. Ces malfaiteurs peuvent verrouiller et détruire un objet de la taille d'un ballon de football, volant à des centaines de miles à l'heure instantanément. Il y a ensuite la guerre électronique, le secret de la sauce.
Il ne s'agit pas seulement de tirer, mais de s'assurer que l'ennemi ne puisse même pas riposter. Les brouilleurs, leurres et revêtements, absorbant les radars, rendent le Truman difficile à cibler. Votre drone pourrait être en vol, mais il n'aura aucune idée de où il va, à qui il parle, ou même de ce qu'il regarde. Cependant, la vraie superpuissance du Truman est la coordination. Chaque membre d'équipage connaît sa fonction. Des techniciens radars au centre d'information de combat aux équipiers en chemise jaune, guidant les jets sur le pont d'envol. Chaque seconde et mouvement est crucial. Quand ces postes de combat sont appelés, le navire passe en un autre mode. Des lumières rouges inondent les couloirs, des bottes tonnent dans les couloirs métalliques, les moniteurs du centre d'information et de commandement s'animent comme des arbres de Noël. Les pilotes se précipitent vers leurs avions pendant que les équipes d'armement chargent des missiles Sidewinder et des leurs. Le pont d'envol fonctionne comme un balai à haute vitesse et à haut risque. Cependant, voici le truc. Ces attaques de drones ne seront pas simplement aléatoires. En somme, ils visent à sonder les défenses et évaluer les délais de réaction d'Israël et des États-Unis. Certains voleraient haut, d'autres bas, cherchant une faille dans la défense de Truman, exploitable par les Houthis et l'axe de la résistance pour menacer la marine. Ils sont peu susceptibles d'en trouver un. Mais d'où les Houthis obtiennent-ils ces menaces volantes ? La réponse n'est pas surprenante, car c'est l'un des pays qui apparaît souvent lors de troubles au Moyen-Orient. Les rebelles Houthis ont reçu de l'Iran une assistance technologique et une formation sur les drones depuis des années. Leur arsenal comprend des modèles comme le Samad 3, un drone à longue portée qui peut voler plus de 1000 miles, guidé par système de positionnement global, avec suffisamment d'explosifs pour causer de sérieux dégâts. C'est en effet un missile de croisière pour les pauvres, et un homologue de ce que les Ukrainiens ont pu créer dans leur propre guerre contre la Russie. Vous pourriez même établir des parallèles. Ensuite, il y a la CASF, One Picture, une grenade volante, bon marché, jetable, conçue pour l'impact. Ces drones ne sont pas des outils de précision, mais sont destinés à semer le chaos sur de longues distances et à causer indistinctement la destruction. Les Houthis, conscients de leur infériorité militaire face aux États-Unis, opteraient probablement pour des tactiques imprévisibles. Des essaims de drones lancés, volant à basse altitude la nuit, tentant d'éviter la détection radar. Tous ces drones seront abattus par les surcouches de défense que la marine américaine a mises en place pour ses navires les plus précieux. Mais voici le hic. L'United States Ship, Harry S. Truman, n'est même pas le porte-avions le plus sophistiqué qui existe. Le Truman est un porte-avions de classe Nimitz, dont le navire de tête a été mis en service en 1975. Depuis des décennies, le porte-avions de classe Nimitz est la référence de puissance navale. Ces navires massifs, propulsés par l'énergie nucléaire, ont projeté l'influence américaine sur tous les océans de la Terre, fonctionnant comme des bases aériennes mobiles, capables de lancer des frappes, de soutenir des missions humanitaires et de dissuader les adversaires simplement en se montrant. Même si les Houthis n'ont peut-être pas la puissance de feu pour défier le porte-avions Nimitz et sa cohorte, la guerre navale a changé globalement. Les menaces qui rentrent sont plus rapides, plus petites et plus connectées, nécessitant une réponse adaptée. C'est là qu'intervient la classe Gerald R. Ford. Malgré une silhouette similaire à son prédécesseur, la classe Ford est entièrement repensée. Conçue dès la quille pour les exigences de la 21e siècle. L'un des principaux changements est la manière de lancer les avions. Les porte-avions de classe Nimitz utilisent des catapultes à vapeur, une merveille de l'ingénierie de la guerre froide, mais qui s'accompagne d'un entretien élevé et d'une usure sur les avions. Le Ford remplace ces systèmes à vapeur par système de lancement d'avions électromagnétiques ou le système de lancement d'avions électromagnétiques. Il est plus rapide, plus doux et peut lancer des chasseurs lourds et des drones légers avec la même aisance. Cette flexibilité est cruciale à une époque où les systèmes sans pilote deviennent tout aussi importants que les chasseurs pilotés. La classe Ford introduit également le système d'arrêt avancé, remplaçant les câbles hydrauliques utilisés sur les ponts du Nimitz. Il est plus fiable et permet à une plus grande variété d'avions, notamment les véhicules aériens sans pilote, d'atterrir en toute sécurité. Combinés, système de lancement d'avions électromagnétiques et Advanced Arresting Gear permettent au Ford de lancer et récupérer jusqu'à 33% de sorties, en plus par jour comparé au Nimitz. Un atout majeur en zone de conflit intense. Et il y a aussi le pouvoir, au sens littéral. Les 2 réacteurs nucléaires du Ford produisent plus du double de l'énergie électrique d'un porte-avions de classe Nimitz, et pas uniquement pour la propulsion. Cela ouvre la porte à des technologies gourmandes en énergie comme le radar à haute puissance, les systèmes de guerre électroniques, et même les futures armes à énergie dirigée comme les lasers et les railguns. Le navire de tête de la classe Ford, l'United States Ship Gerald R. Ford, est équipé du système de radar à double bande qui a depuis été retiré par la marine, qui a combiné la surveillance à longue portée et le ciblage en un seul paquet hautement automatisé. Les porte-avions de classe Ford suivants seront équipés du nouveau radar de surveillance aérienne Enterprise pour des raisons de coût et de fiabilité.
Le navire Ford a été conçu avec l'automatisation et la réduction de la main-d'œuvre comme priorité, ce qui change considérablement son fonctionnement interne. Comparé à un porte-avions de la classe Nimitz, qui nécessite généralement un équipage de plus de 5000, le Ford peut faire plus avec environ 600. Réduire le personnel signifie moins de marins en danger au combat, une logistique allégée, et des coûts d'exploitation réduits sur les 50 ans de durée de vie du navire. Bien que les deux navires soient conçus pour survivre au combat, la classe Ford rehausse le niveau, avec une meilleure protection blindée, une redondance interne et de meilleurs systèmes de contrôle des dommages. C'est une plateforme plus robuste, conçue pour résister aux attaques, et poursuivre le combat dans les environnements de menaces actuelles, des essaims de drones aux missiles hypersoniques en passant par les cyberattaques. En somme, les deux porte-avions sont des symboles de puissance inégalée. Mais alors que la classe Nimitz a été construite pour dominer les mers de la guerre froide, la classe Ford a été construite pour dominer l'espace de bataille numérique de demain. Il ne se contente pas de lancer des avions, il lance un message. La puissance maritime américaine évolue, et elle ne ralentit pas. N'oubliez pas que la marine américaine juge les Houthis assez problématiques pour envoyer le porte-avions Nimitz en mer Rouge, afin de lancer des frappes dévastatrices et mettre en place une défense impénétrable. En retour, Washington a probablement jugé l'emploi du Gerald R. Ford excessif, tant offensivement que défensivement, mais aussi peut-être géopolitiquement. Si la marine américaine utilisait un porte-avions plus avancé contre les Houthis, cela pourrait galvaniser leur mouvement. Cela renforcerait l'idée que les mandataires iraniens autour d'Israël constituent une réelle menace pour le pays et la sécurité régionale. Bien qu'ils le soient certainement, leur champ d'opération réel est si petit que les États-Unis les traitent légèrement au-dessus des organisations terroristes traditionnelles à petite échelle. Cependant, les attaques répétées contre Israël et la marine américaine ont peut-être touché une corde sensible auprès de l'administration Trump, voire du président lui-même. Ainsi, l'armée américaine a commencé à répondre à son tour. Le 15 mars date de la reprise intensive des frappes américaines. Les Houthis ont lancé l'une de leurs salves les plus agressives sur plusieurs jours, ciblant les United States Ship Harry S. Truman avec des vagues de drones et de missiles au cours des 48 heures suivantes. La première vague visait à démanteler les radars, les défenses aériennes et les sites de lancement de missiles balistiques et de drones des rebelles. Ces opérations visaient à dégrader la capacité des Houthis, à menacer la navigation maritime et à envoyer un message clair concernant l'engagement des États-Unis à protéger les voies d'eau internationales. La campagne a impliqué plusieurs frappes au cours des jours suivants, avec des engagements significatifs signalés dans la capitale, Shana, et la ville portuaire d'Al-Hudaïda. Le 17 mars, les forces américaines ont ciblé une usine de traitement du coton à Zabid, reconvertie en installation de fabrication de mines et d'engins explosifs. L'intensité des frappes a souligné l'intention des États-Unis de neutraliser de manière exhaustive les actifs militaires houthis. Cependant, l'opération était controversée. Des rapports ont fait état de victimes civiles, y compris des femmes et des enfants, suscitant une préoccupation et une critique internationale. Le ministère de la Santé contrôlé par les Houthis a rapporté que les frappes américaines avaient entraîné la mort de 59 individus et blessé 136 autres à la fin de mars. Ces chiffres ont souligné la nature complexe de la conduite des opérations militaires dans des zones densément peuplées et ont soulevé des questions sur la précision des frappes. En conclusion, les États-Unis ne toléreront clairement pas l'agression continue de l'Iran ou de ses nombreux mandataires au Moyen-Orient. Plus importante encore, l'ampleur des attaques des Houthis et leur inefficacité totale à entamer réellement les défenses américaines. Ou en effet, même créer quelque chose qui peut être signalé comme constituant une attaque montre la nature unilatérale du conflit entre la superpuissance qu'est les États-Unis et l'organisation de milices. Cela est mieux illustré par les attaques sur les porte-avions que les Houthis auraient lancées à partir de la mi-mars. Aucun n'a réussi à infliger un réel dommage, la plupart ayant complètement manqué la cible. En revanche, la réponse des États-Unis a été précise et dévastatrice, ce qui commence à poser quelques questions supplémentaires. Si les attaques incessantes contre les Houthis ne répriment pas les rebelles, une autre crise humanitaire pourrait émerger, dont la résolution reviendrait sans doute aux États-Unis. Ainsi, les États-Unis doivent développer une approche plus unifiée envers les rebelles, en commençant potentiellement par la source. Iran. Si l'Iran ne cesse pas sa posture agressive contre Israël, le conflit au Moyen-Orient n'a aucune chance de se terminer de sitôt. Des rapports récents suggèrent que le pays a la capacité industrielle de fabriquer du matériel de bombes nucléaires, et l'horloge tourne jusqu'à ce que ces capacités deviennent réalité. Après cela, tous les paris seraient ouverts, et les États-Unis devraient intervenir avec force et sincérité. Déclenchant le même type de guerre qui a secoué la région pendant 20 ans, après le 11 septembre.
Mais que pensez-vous de l'initiative actuelle des États-Unis contre les Houthis? Est-elle suffisante pour dissuader l'Iran? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et merci d'avoir regardé.